des écureuils qui deviennent guépards et se retrouvent qualifiés pour la CAN. Dinguerie. Le football béninois a connu une évolution marquée par des hauts et des bas, largement influencés par les contextes politiques, les dirigeants de la Fédération béninoise de football, FBF, et les présidents successifs du pays. Hello! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je salue vraiment le portier béninois ce soir. Il m'a émerveillé franchement et tout le monde ne s'attendait pas à ça. Sincèrement, c'est une fierté, Allez, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire du football béninois. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait déjà au moins plus de 2 semaines que je suis à 400 abonnés. Et normalement, je devrais le dire, mais j'ai oublié complètement. Et là, je suis à près de 500. Je suis pas trop loin des 500. Et du coup, je suis voilà contente de ça. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux cerveaux, aux intelligences bienveillantes qui commandent de très belles choses dans les commentaires. Et bienvenue aussi à ceux qui commandent des choses en donnant leur opinion. Même si c'est vrai que c'est un peu chaud, hein. Mais s'il vous plaît, quoi. I love peace. Ok. Notre aventure avec le football a débuté en 1959 lorsque nous avons fait notre premier match officiel et il s'est joué à domicile le 8 novembre 1959 contre le Nigeria. Et à ce moment-là, on était encore un pays sous la domination française. On était encore une colonie française. Et ce match s'est soldé par une défaite de 1-0. Sachez que dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de défaites de match, donc don't judge my country. Thank you. L'année qui a donc suivi, nous sommes devenus un pays indépendant en 1960 avec comme président Hubert Maga. Et lui, ce qu'il voulait, c'était quoi? Il voulait que le sport soit perçu comme un puissant outil de cohésion et d'identité pour une jeune nation qui est en quête de stabilité. Parce que quand un pays devient indépendant nouvellement, il y a plein de personnes qui ont envie d'être président, il y a des tirs et ça, et du coup, tout dans la guerre. Dans cette optique, 2 ans plus tard, la Fédération béninoise de football est créée et affiliée en même temps à la FIFA et devient aussi membre de la Confédération africaine de football CAF en 1969. La Fédération béninoise de football va organiser des premières compétitions nationales et des championnats avec différentes coupes qui vont devenir des rendez-vous populaires qui va permettre de rassembler les supporters qui étaient assez enthousiastes dans différentes villes comme Porto Novo, Cotonou, Djougou, Lokossa, Ouida, Grand Popo, Kové, etc. Genre un peu partout dans les pays. À cette période-là, les groupes ou bien les groupes de foot, les teams de foot qui étaient les plus connus, c'était les Dragons de Lomé, c'était Porto Novo, et l'Étoile filante de Cotonou. Ces 2 groupes-là étaient plus connus parce qu'ils avaient de très fortes performances et de meilleurs joueurs. Et captivaient les supporters. À cette période, les stades étaient vraiment rudimentaires et la plupart étaient encore en terre battue. Les grandes rencontres se déroulaient au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le football aussi va s'intégrer au programme scolaire dans les zones rurales et des tournois communautaires vont être organisés, révélant ainsi des jeunes talents à travers des compétitions interscolaires. Avec le temps, nous avons l'apparition des joueurs assez talentueux qui ont pu participer à des championnats dans des pays voisins comme le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso. Et parmi eux, on peut citer Ouma Tchongogo qui a débuté à l'ASPAC et Moussa Latoundji qui est passé par les Dragons. Nous sommes en 1975 avec le changement de nom et sous le régime marxiste-léninisme de Mathieu Kérékou, le Dahomey devient République populaire du Bénin. Le football devient un outil politique et culturel. Le régime va donc l'exploiter comme un moyen de mobiliser les masses autour d'une idée de solidarité et de collectivité pour prôner l'idéologie du marxisme. Les compétitions locales et régionales seront plus encouragées, ce qui va servir à rassembler des communautés urbaines et rurales sous une même bannière nationale. Une attention particulière sera portée à l'organisation d'un championnat national avec un soutien accru aux différents clubs historiques tels que les Dragons de Lomé, l'Étoile filante de Cotonou et les Buffs du Borgou. Ce qui va attirer encore plus de public malgré un défi logistique et financier. Les infrastructures sportives étant encore rudimentaires, cela va encore ralentir le développement global du football. Les matchs se jouent principalement au stade de Porto Novo, comme je l'ai dit, et à partir de 1982, elles vont être délogées au stade de l'Amitié à Cotonou. Bien que ce dernier soit plus moderne, il reste quand même très loin des standards internationaux cette année-là. En 1982, l'équipe nationale va adopter officiellement le nom écureuil. Symbole d'agilité
et d'ambition. Ce choix incarne en fait l'espoir d'affirmer notre présence sur la scène africaine. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde cherchait ses noms et nous on a dit, on veut être écureuil. Pendant que les gens ont choisi lion, les gens ont choisi éléphant, les gens ont choisi... tu connais tous les noms maintenant. Malgré tout notre enthousiasme croissant et tous les supporters qu'on avait, les performances restent modestes. Le manque de préparation, le manque d'infrastructures et une organisation défaillante va limiter les résultats malgré la participation à plusieurs compétitions régionales et internationales. Durant les dernières années de régime de Kérékou, le football béninois va traverser une longue période de stagnation, marquée par des crises internes au niveau de la Fédération béninoise de football dues à des conflits de leadership et un manque d'investissement. Et pour résoudre cela, ils ont décidé d'expatrier plusieurs joueurs vers l'étranger. Genre, comme ils sont là, ils ont joué, ils peuvent rien faire. Allez jouer ailleurs, vous êtes en train de faire quelque chose. En attendant que nous ici là, on va se réveiller. Et ils sont principalement allés en Europe et en Afrique de l'Ouest. Cela a permis aussi de faire savoir au monde entier qu'il y avait des joueurs béninois qui étaient talentueux. En parallèle, il y avait une transition démocratique. C'est tout ça qui a fait que c'était pas vraiment bien d'avoir des joueurs aussi là. Faut pas leur casser les pieds, les bulldozer, les conneries comme ça. Cette transition démocratique se fera à la fin de l'année 1980 et va ouvrir la voie à des réformes politiques et sportives, ce qui va permettre d'améliorer la situation. Les années 1990 sont une période assez charnière pour le football béninois qui sera marquée par une volonté de renouvellement sous la présidence de Nicéphore Soglo. Alors que le pays s'ouvre politiquement et démocratiquement, le football va donc commencer à bénéficier d'un grand soutien avec des efforts visant à ramener les compétitions locales qui ont longtemps été stoppées. Le championnat national va reprendre de l'ampleur et les clubs locaux vont recevoir un appui assez renforcé, redonnant ainsi un certain dynamisme. Cependant, malgré ces différents progrès, des crises internes vont persister au sein du FBF. Des conflits de leadership au sein de la fédération, compliquant ainsi les efforts du président de vouloir structurer, et tout cela va freiner le développement du football dans tout le pays. Les écureuils n'arrivent donc pas encore à s'imposer face à la concurrence des grandes nations africaines aux éliminatoires des différents CAN. Quand tu vas sur Wikipédia pour voir, comment on dit, le truc de football béninois là, non qualifié, non qualifié, non qualifié, non qualifié, non qualifié, non qualifié, tiré, non qualifié. J'avais mon... On entre maintenant en 2000 et nous sommes sous la présidence de Yahi Boni 2006-2016 et le football béninois va connaître un grand essor grâce à une série d'initiatives et un soutien accru du gouvernement et du FPF. Mais, toujours mais, des scandales administratifs au sein de ce même truc-là va freiner encore ce qu'on a commencé à essayer de développer. Et pendant cette période-là, les talents béninois vont émerger sur la scène européenne et vont devenir des piliers de l'équipe nationale avec des joueurs comme Stéphane Sessegnon, Michael Poté et Razak Omotoyosi. On arrive maintenant dans une belle année là, 2004. Plusieurs joueurs binationaux africains tels que Stéphane Sessegnon, Khaled Adenon, Pascal Hangan, Razak Omotoyosi et Moussoro Kabiru rejoignent la sélection nationale. Leur arrivée va renforcer l'équipe, mais aussi soulever des questions sur l'identité de la sélection qui va devenir un mélange de béninois de souche et de binationaux. Parmi les joueurs clés figurent Moussa Latonji, Abou Maïga, Bello Babatunde, Racha Chitou, Damien Chrysostome et Nouroum Kobena. Cette année-là, le Bénin réalise un exploit majeur et se qualifie enfin pour la première fois pour la Coupe d'Afrique des Nations, avec un but historique de Moussa Latonji contre le Nigeria. I'm proud. Continue d'abord. They're not too happy about the fact that 3 of their teammates were sent home. And so you watch this long throw into the box. And a goal! And Benin have got their goal! Fully deserved. And will they just beat... Ce qui a conduit naturellement à cette chanson. Allez, 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 allez-y. Oh, c'est allez-y les écureuils.
écrit par Don Mettock à l'occasion de la qualification aux Coupes du Monde 2006 et à la CAN 2004. Il devient donc un hymne assez populaire de soutien pour l'équipe nationale. Donc à chaque fois qu'on gagnait, on chantait ça. Dans le même temps, la génération de jeunes joueurs qui participeront au championnat du monde de junior 2005 vont commencer à se faire connaître avec des noms comme Yohan Djidonou et Romiad Boko. En 2006, le Bénin voit la création de son premier centre de formation, le CIFAS. La nouvelle famille, les pensionnaires, les encadreurs, les enseignants et les responsables du Centre international de formation Adjavon-Sébastien, CIFAS Bénin. Conscients du fait que le chemin est long, les futurs champions se sont mis très tôt au travail. Ceci grâce à la détermination d'une équipe pleine de volonté et de générosité à l'égard de ses enfants. Qui va fermer ses portes en 2011. En 2008, les écureuils du Bénin, dirigés par Stéphane Sessegnon et Razak Omotoyosi, obtiennent la deuxième qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Ghana. Razak Omotoyosi va marquer 2 buts importants pendant le match de qualification, en particulier contre le Madagascar. Et Stéphane Sessegnon va inscrire également des buts cruciaux pour aider l'équipe à se propulser pour la qualification, notamment lors des différents matchs contre le Mali et le Niger. Malgré leurs efforts, l'équipe va quand même échouer à franchir la phase des groupes, mais n'ira pas plus loin. Tout cela a permis de mettre en lumière les différentes difficultés structurelles du football béninois à cette époque-là. Car, à un mois de la compétition, en raison du manque de joueurs, la Fédération béninoise de football va décider de lancer une initiative originale mais maladroite. Un appel à candidature sur un site internet pour recruter des joueurs expatriés. L'idée était très simple. Les joueurs d'origine béninoise, évoluant un minimum en 4e division comme ça, européenne, pouvaient envoyer leur CV et une vidéo pour tenter de rejoindre l'équipe nationale. Si leur profil était jugé intéressant, ils étaient donc invités à participer à un stage de préparation. D'après les dires, le recrutement était basé sur des critères peu exigeants, ne permettant pas l'intégration des joueurs dans l'équipe. Nous sommes maintenant en 2010, encore sous la présidence de Yahi Boni. Le président décide donc d'investir dans des infrastructures sportives et soutient les différents clubs locaux, mais des disparités subsistent encore entre les différents clubs historiques et les émergents. Malgré tout cela, le Bénin décroche quand même sa 3e qualification pour la CAN, cette fois-ci en Angola. Durant le match, Razak Omotoyosi va continuer d'être un atout offensif avec 3 buts marqués lors de cette phase et Stéphane Sessegnon va marquer également des buts déterminants pendant tout des matchs qu'ils ont eu à jouer. Encore, malgré tout cela, des crises internes à la FBF là, parce que les leaders ci, les leaders ça, des accusations de mauvaise gestion, tout cela va freiner encore tout le travail des jeunes. Une décision a donc été prise qui était celle de suspendre les championnats et le président Anjorin Moucharaf a été incarcéré. Je me rappelle dans le temps, c'était chaud à la télé, hein. On parlait tellement de lui qu'il a été arrêté, qu'il a été pas ci, qu'il a été pas ça. Trop d'histoires. Rebondissement dans la crise à la Fédération béninoise de football. Un mandat d'arrêt a en effet été émis contre Moucharafou Anjorin, élu président de la Fédération béninoise au terme d'une assemblée générale élective controversée le vendredi 10 juin 2016. Et les membres de son bureau sont également concernés par ce mandat d'arrêt, les membres du CONOR, comité de normalisation et 2 officiels de la FIFA, à savoir Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, et Sidi Diallo Augustin, président de la Fédération ivoirienne de football. Et certains membres de la fédération dénonçaient cette incarcération-là et ils affirmaient que la gestion des finances n'était pas uniquement la responsabilité d'Anjorin Moucharaf. Au bout d'une année, ils finissent par trouver une issue avec la décision de la Cour suprême qui va finir par annuler la condamnation du gouvernement et confirmer maintenant la légalité du bureau qui est dirigé par Anjorin Moucharaf. Et après 2 ans de bataille juridique, le nouveau bureau de la FBF va entrer en fonction en octobre 2013. Le football béninois va commencer donc à se professionnaliser avec l'émergence de différents jeunes talentueux comme Saturnin Alagbe, David Djibla, Seydou Guero Barazé et Lazadi Fousseni. D'autres aussi se sont ajoutés, des binationaux qui ont évolué en Europe comme Daniel Baguidi, Jordan Adeoti, Rudy Gestede et Fabien Farnol, rejoignant ici l'équipe nationale. Eux tous ont apporté un nouveau visage au football béninois. Cette période sera aussi marquée par la création de nouveaux centres de formation comme Abisport, Bénéfoot Academy et Alodo Sport après la fermeture de CIFAS.
De 2014 à 2017, il y a eu plusieurs vagues de binationaux qui se sont ajoutés à l'équipe nationale en but de bien le renforcer et de nous permettre d'atteindre enfin ce qu'on veut. Il y a beaucoup de noms et sincèrement, je ne vais pas me mettre à les citer. Je vais peut-être les mettre quelque part là, ce sera plus simple. Donc, vous pouvez juste faire pause et vous aurez juste le temps de le lire simplement. Nous sommes en 2019, sous la présidence de Patrice Talon, et le football béninois va connaître une transformation marquée par des réformes profondes visant à moderniser le sport et ses infrastructures. Des investissements massifs sont réalisés pour rénover les infrastructures qui sont existantes et en construire de nouvelles conformes aux normes internationales. La création aussi de centres de formation pour identifier les jeunes talents locaux et renforcer leur préparation en partenariat avec des clubs européens. Des efforts sont également faits pour mettre fin aux différentes querelles entre les différentes fédérations ou les différents gens de la fédération en vue d'une meilleure gestion assez transparente et efficace. Et lors de la CAN en 2019, en Égypte, les écureuils vont encore nous palpiter le cœur, menés par des joueurs comme Stéphane Sessegnon, Steve Mounier et Olivier Verdon. Les écureuils vont démontrer un esprit d'équipe très différent d'avant et une détermination sans faille. Et nous allons atteindre les quarts de finale. It's going to be Omatiosi, the man who was fouled, up against Capango. And Omatiosi has scored. They've got so many men in the box here. Mozambique are really struggling. Is it 2-0? It's been turned in by a defender. And the goal is going to count. Chance to put Giordano under pressure. Giordano's missed it. Oh, and it's going to go in. And that was a terrible goalkeeping mistake. Enough advance on his opponent to get there. The throw has been taken quickly. Great chance for Mozambique. 2-2. Mais en huitième de finale, le Bénin élimine le Maroc, qui était l'un des favoris de la compétition, après une séance de tir au but assez spectaculaire. Olivier Verdon, avec quelle conclusion? Face à Bounou. Le Béninois contre le Marocain. Avantage, attaquant, 1-0. Idrissi, super, même partout. David Gigla, un peu d'élan. David Gigla, le contre-pied, ça marche. Et ça fait 2-1 pour les écureuils du Bénin. Pour permettre aux Marocains de revenir à deux partout. Alakbé en face pour donner un avantage au Bénin. Bouffal, c'est au-dessus. Anan, Bounou. Avantage Anan en force. 3-1, El-Nisri. El-Nisri, c'est détourné. Alakbé qui la touche. Et il va avoir 2 balles de match maintenant, les écureuils du Bénin. La surprise ou le sursis? C'est la surprise avec le Bénin qui se qualifie pour les quarts de finale. Ça n'est pas un miracle, mais c'est en tout cas un coup extraordinaire pour les écureuils. Le Maroc, qui faisait partie des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, voit son parcours s'arrêter là. Bien que le parcours s'arrête en quart de finale face au Sénégal, c'est là où c'est arrêté. En 2020, le pays continue d'investir dans la modernisation des infrastructures sportives avec des projets de rénovation au niveau du stade de Porto Novo, de Parakou et au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Et des académies de football ont également vu encore plus le jour pour former des jeunes talents qui vont être découverts dans les différents championnats locaux ou bien les petites équipes locales. N'oublions pas aussi que cette année-là, le Covid était venu, ce qui a fait que tout était stagné. Et les écureuils ont participé aux différentes qualifications pour la CAN de 2021 et la Coupe du Monde de 2022, mais n'ont pas réitéré leur exploit en 2029. Bah voilà. Et pour raison des problèmes organisationnels, un renouvellement d'effectifs et des défis qui étaient liés à l'intégration des joueurs qui sont expatriés, ça a été un revers assez important pour le football béninois, décevant tous les supporters. Ça, c'est l'année là qu'on disait, oh, franchement, allez là, c'est bon quoi. À chaque fois, vous nous faites le même coup. Quand est-ce que la défense, on était proche, en fait. La défense était proche. Mais là, vous voulez me dire quoi? C'est quoi votre excuse maintenant? Le Covid? Je pense pas. Puis, le pire arrive. La FIFA suspend le Bénin de certaines compétitions internationales en raison de conflits administratifs, de scandales financiers, des polémiques autour des choix des joueurs et des changements fréquents d'entraîneurs. J'ai pas voulu détailler à chaque fois dire on a été l'entraîneur parce que la liste là, c'est comme ça. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, les écureuils du Bénin ont montré une très bonne compétitivité, mais n'ont pas réussi encore à se qualifier. Placés dans un groupe assez difficile, avec des équipes comme le Nigeria, que l'on sait très bien que c'est des costauds là, nous avons terminé en 3e place, à quelques points
des leaders. En février 2022, la FBF va annoncer un changement de nom de l'équipe nationale et va le rebaptiser les Guépards. Ok. Mettant ainsi fin à l'ère des écureuils. Allez, c'est la Guépard, cette fois ça va aller. Tout le monde vous s'accompagne. Et on dit ensemble, allez-y. Je sais qu'on va gagner. Vous êtes l'espoir du peuple. Tout le monde vous s'accompagne. Et on dit ensemble, allez-y. Allez, 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 allez-y. Oh, c'est allez, les Guépards. Allez. Et bah, quand on a appris ça, on s'est tous moqués d'abord. Ensuite, on a insulté la personne qui a fait le choix. Ensuite, on s'est dit, mais c'est quoi ça? Comment ça, Guépard? Qu'est-ce qui les a inspirés? Pourquoi Guépard? On a commencé à faire les recherches. Pas les voir. Genre, Guépard, là, genre, il est plus speed que l'écureuil. Il donne bien les coups de ballon. On comprenait pas. On a cherché. Bon, finalement, comme on est genre... J'ai pas envie de dire le truc. Mais c'est une phrase qu'on connaît tous au Bénin, mais bon. On va s'arrêter là. Donc on a pris ça comme ça et on n'a rien fait. Ce changement reflète une nouvelle ère pour le football béninois, même si la transition était très difficile. En parallèle, la FIFA a lancé un programme de développement du football au Bénin intitulé Coach on the Ground. Ce programme fait suite à une mission de la Fédération béninoise de football et vise à renforcer les infrastructures et la formation au Bénin. Nous sommes maintenant en 2024. C'est vrai, il y a eu la CAN en janvier et la Côte d'Ivoire a gagné, tout ça. Mais nous sommes qualifiés pour la CAN de 2005. Aux côtés du Soudan, après un match nul, lors de la dernière journée éliminatoire dans un stade de Tripoli qui était très hostile. Là, on n'y croyait pas. On a tenu bon. Et puis, Sept ans après leur dernière participation à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les Guépards, autrefois écureuils, ont réussi à obtenir leur billet pour la prochaine CAN Maroc 2025. Prière, calcul, tout était au rendez-vous pour ce match. Un match nul suffisait aux hommes de Guénot Roar pour une qualification. Et ils l'ont fait au bout du suspense. Les Guépards vont voir le feu durant toute la première mi-temps avec une technicité des joueurs libyens prêts à arracher la victoire accompagnés de leurs supporters fortement mobilisés. C'est beaucoup de fierté qui m'anime aujourd'hui, beaucoup de joie, dans la mesure où le Bénin, après la CAN en 2004 en Tunisie, après la CAN en 2008 au Ghana, après la CAN en 2010 en Angola, mais aussi après la CAN en 2019 en Égypte, réussit à décrocher cette 5e qualification à cette grande messe continentale de football. Ce n'est que de la fierté, que de la joie. Et on peut dire félicitations aux joueurs, félicitations aussi au sélectionneur Guénot Roar qui est venu réformer un tout petit peu, sinon un peu plus ou moins, le football béninois. Ça n'a pas été facile. Tout était contre le Bénin sur ce match-là, que ce soit le public libyen, l'arbitrage, le match de l'autre côté entre le Rwanda et le Nigeria. Mais malgré ça, ils ont été combatifs, ils ont pu obtenir cette qualification. Et ce soir, on est tous heureux et on a hâte pour que cette CAN commence. C'est inoubliable. On est trop contents. On est trop contents. Ce n'est pas depuis 2019 qu'on a été à la CAN. C'est encore venu maintenant. Mais cet exploit a pu avoir lieu grâce à des arrêts cruciaux de Mathieu Dandino et le Bénin a assuré son point de match nul, ce qui a suffi pour garantir notre qualification. Le football béninois a parcouru un long chemin entre la période de stagnation, de crise, de mouvement de renaissance. Depuis les premières décennies sous Hubert Maga jusqu'aux réformes engagées par Patrice Talon, chaque étape a contribué à façonner l'avenir du football béninois. Bien que des défis demeurent, notamment en termes de compétitivité et de stabilité administrative, les récentes performances des Guépards et les différents investissements dans les infrastructures laissent entrevoir un avenir assez prometteur. On y croit, hein? On y croit. Parce que notre président a dit, tu remets ça là, à côté là. On va parler de culture sans parler de sport. Et qui parle de sport, pas de foot. Et qui parle de foot, pas de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Malheureusement, l'équipe nationale du Bénin n'a pas été qualifiée. Prochaine édition. Ok, donc selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe? Le parcours de l'équipe de foot du Bénin
Ces temps-ci a pu s'essouffler, a pu montrer qu'un certain essoufflement. Et la pratique du sport de manière globale au Bénin n'a pas reçu l'appui qu'il faut au niveau des pouvoirs publics pour son organisation, pour son développement, pour les investissements qui sont nécessaires. Nous commençons à le faire. Et c'est-à-dire en matière de sport, qu'un résultat n'est spontané. Donc nous savons très bien que nous ne sommes pas encore au niveau qu'il faut pour briller de manière permanente à toutes les éditions. Certes, nous avons pu l'être dans le passé, mais nous sommes conscients que nous reste encore beaucoup à faire pour que le Bénin soit dans le top 10, top 10 au final, pour pouvoir être présent, quelles que soient les éditions. Mais dans les prochaines, vous verrez, le Bénin sera toujours présent. Ok, merci. Voilà. Vous avez entendu? Don't worry. Par contre, il y a des gens qui tiennent des propos. Imaginez, genre, on gagne la coupe. Genre, imaginez juste. Ok, c'est fini. Mais nous sommes à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Enfin, je sais que c'était un peu mélangé, mais je tenais quand même à ce que vous sachiez où on a quitté pour savoir là où on est maintenant là. Sur à quoi on ressemble. Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Mais c'est parce que c'est ce que je tenais surtout à faire comprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification. Vous abonnez pas, vous likez pas, vous faites pas ça. C'est vrai aussi, j'ai d'autres comptes, mais je me dis, viens, on va travailler sur ici là d'abord. Avec grimper ground ici là d'abord avant de parler d'autres chaînes. Donc voilà, abonne-toi, like si t'es là encore, like. À très bientôt pour d'autres voyages dans le passé.